en miroir de cette manifestation, il y avait un autre rassemblement organisé pour commémorer alors la Nakba, catastrophe en arabe, la fuite et l'expulsion d'environ 760 000 Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël, mais qui s'opposait aussi, je cite, à l'extrême droite raciste hors de nos rues, réfugiés bienvenue. Alors c'est vrai que c'est toujours deux salles, deux ambiances. C'est toujours étonnant de commémorer la Nakba. C'était quoi, il y a 78 ans, Michel Fayad? En 48. Mais un Nakba, c'est aussi un certain mythe. Il faut dire la vérité. Il y en a certains qui ont vendu leur maison, il y en a qui ont vendu leur terrain. Pas tous ont été expulsés. Et puis il y a eu une guerre, ils se sont affrontés. Donc il y a eu un peu de tout. Et il y a beaucoup de mythes, si vous voulez, là-dessus. Et puis on parle beaucoup d'eux, des musulmans qui ont dû fuir ou qui ont fui ou qui ont vendu à cette époque-là. Mais il y a eu aussi à ce moment-là les Juifs des pays arabes qui ont été expulsés. Et puis il y a eu aussi en 90, lorsque les chrétiens libanais ont dû fuir quand l'occupation syrienne a été totale sur le Liban. Mais on choisit quel événement on veut bien commémorer, vous voyez, c'est à la carte. En tout cas, c'est fédérateur, puisque la Nakba est commémorée aussi à Paris. Hier, en fin d'après-midi, des militants du groupe écologiste, on se dit que normalement, ils manifestent pour des faits en faveur de l'écologie. Extinction, Rébellion, ont mené des actions en plein Paris pour commémorer également la Nakba. Ils ont d'ailleurs érigé un drapeau palestinien sur la Tour Eiffel. C'est vraiment fédérateur, Raphaël Steinville. C'est devenu la Palestine, le drapeau palestinien est désormais dans toutes les manifestations, la cause souvent des écologistes, sans compter évidemment la France insoumise. Ce qui est certain, c'est que si vous deviez demander à des militants écologistes aujourd'hui ce qu'évoque pour eux la Nakba, je ne suis pas sûr qu'ils pourraient vous le dire avec de grandes précisions historiques. En revanche, ce qui est aussi certain, c'est qu'on assiste à une convergence des luttes entre ces militants d'extrême gauche ou ces militants écologistes et une partie de l'islam politique qui a très bien compris, et d'ailleurs qui utilise ces groupuscules de gauche comme des alliés très utiles dans leur combat. Ce faisant, il y a une sorte d'alliance du wokistan et de l'islamistan, comme pourrait le résumer Philippe de Villiers. Je ne suis pas sûr que ceux qui aujourd'hui sont les partisans de ces luttes écologistes y trouvent leur compte au final lorsque probablement, notamment du fait de leur nombre, de la démographie, les partisans de cet islam politique gagneront du terrain et remiseront très probablement de côté toutes les ambitions écologistes de ces jeunes personnes. Michel Fayad. Oui, pour aller dans le sens de Raphaël, il faut quand même rappeler encore une fois que ce drapeau dit palestinien est à la base le drapeau du califat arabe, du shérif Hussein de la Mecque, qui avait comme objectif d'établir un califat islamique sur l'ensemble non seulement de la région, mais du monde. Donc le drapeau dit palestinien, c'est un Donc drapeau... vous dites en gros que ça, peut-être qu'ils ne l'ignorent pas? Non, les islamistes ne l'ignorent pas. Les écologistes, oui, voilà. comme dit Raphaël, l'ignorent certainement. Je l'espère, en tout cas je l'espère. Mais c'est un drapeau qui signifie djihad, c'est un drapeau qui signifie charia, et c'est un drapeau qui signifie califat. Donc est-ce que le califat, le djihad et la charia sont quelque chose qui sont acceptables pour les écologistes? Je ne suis pas sûr. En tout cas, et en aucun cas, c'est un drapeau national palestinien. Ça n'a jamais été un drapeau national palestinien. En tout cas, quand il y a un drapeau palestinien qui s'érige, Rima Hassan n'est jamais loin. La députée européenne qui s'est indignée du placement en garde à vue donc de ses membres d'Extinction Rébellion. Hidalgo n'a pas eu de garde à vue pour avoir éclairé la Tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien, puisque elle fait référence à l'éclairage en bleu, blanc, rouge projeté en bleu et blanc, projeté le lendemain du massacre du 7 octobre. Alors c'est vrai que décidément, non mais Rima Hassan, on ne l'entend jamais, par exemple, sur le régime des Mollahs qui a massacré 46 000 manifestants, qui marient des jeunes filles de 10 ans. On ne l'entend que sur la cause palestinienne, c'est systématique. Raphaël Steinville. Oui, et en même temps, ça ne donnera personne. En fait, ce qui est sidérant, c'est que si nous avions la possibilité de pouvoir interroger et entendre la voix de ces Iraniens qui aujourd'hui vivent
un enfer absolu sous le joug des mollahs et des gardiens de la révolution, probablement que ce seraient les premiers à vomir la cause palestinienne que Rima Hassan, aujourd'hui, brandit comme un étendard pour rallier toutes les causes. Je pense que Rima Hassan fait à la fois un tort infini à la France et à ceux qu'elle est censée représenter, et un tort infini et à la cause palestinienne et à la cause des Iraniens. Alors, autre illustration, en tout cas, d'action, puisque c'est souvent sous-jacent anti-Israël. À chaque fois, on mélange un petit peu tout. On prend les artistes pour les porte-paroles de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien, qu'on a le droit, évidemment, de critiquer, avec lequel on a le droit parfaitement de ne pas être d'accord. Hein. Les groupes audiovisuels publics de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne diffuseraient pas la finale ce soir de la 70e édition du concours à Vienne, en Autriche, de l'Eurovision, bien sûr. L'Islande et les Pays-Bas ont également retiré leur candidat national, tout en maintenant, eux, la diffusion du programme. Écoutez l'argument du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui n'est jamais le dernier non plus sur ces sujets. L'Espagne a toujours été engagée en faveur de ce concours, qui a été créé précisément pour promouvoir la paix, nous rapprocher et célébrer la diversité du continent européen. Mais face à cette guerre injuste et à ce génocide, le silence n'est pas une option. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui continue de se passer à Gaza et au Liban. C'est une question de cohérence, de responsabilité et d'humanité. Michel Fayad, toujours en pointe, hein, Pedro Sánchez, sur ces sujets également. Oui, puis, mais pourquoi il n'a pas appliqué cette règle à l'Azerbaïdjan, qui a jeté 120 000 Arméniens dans la rue en 2023, qui crevaient vieux, femmes, enfants dans la rue, donc en train de quitter leur terre ancestrale du Haut-Karabakh? Pourquoi il n'a rien fait contre l'Azerbaïdjan? Pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan continue de participer? Comme ça, effectivement. Oui, je donne exprès cet exemple. Oui. Donc c'est à la carte, c'est juste contre les Israéliens. Mais je rappelle quand même que si Israël participe à l'Eurovision, c'est parce que justement Israël était interdit de compétition au Moyen-Orient. Donc en fait, on est en train désormais d'appliquer ce que les islamistes appliquaient contre Israël sur notre continent. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense qu'au-delà de l'Espagne, qui est devenue un peu le fer de lance de cette cause palestinienne en Europe, je pense que dans les pays que vous avez cités et qui aujourd'hui boycottent le concours de l'Eurovision, je pense qu'il y a une peur de la rue arabe. C'est vrai pour les Pays-Bas, c'est vrai pour les pays aussi nordiques, qui finalement sont des sociétés du consensus et qui ont une peur terrible de voir une minorité exprimer leur mécontentement à l'idée de voir Israël concourir sans que leur gouvernement ne réagisse. Donc ce ne sont pas les mêmes ressorts qui expliquent la position de l'islam, de celle des Pays-Bas et de celle des pays nordiques. Pour autant, ça dit quelque chose aujourd'hui de la manière dont ces conflits qui pourraient nous sembler encore un peu lointains, en fait, s'invitent et viennent remodeler nos paysages politiques aujourd'hui. Oui, et puis alors, je vais aller quand même creuser, parce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'on en parle évidemment beaucoup moins. Il y a quand même eu un cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 10 octobre. Alors, certains disent qu'il y a toujours des exactions, et notamment de la part d'Israël sur Gaza. Mais enfin, quand on creuse un peu, c'est beaucoup moins évident. Hein. Je disais là un représentant de l'association de la presse étrangère qui s'exprimait, et plus précisément, excusez-moi, Nikolai Mladenov, hein, et qui disait qu'il y avait des violations de chaque côté, hein, et notamment le Hamas qui continuait à saper le cessez-le-feu sur place. Hein. Oui, Michel absolument. Fayad, c'est pas aussi évident. Non, et cette semaine, il y a eu même des affrontements inter-palestiniens. Je rappelle quand même que dans la bande de Gaza, il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, et que en fait, le Fatah a été expulsé de la bande de Gaza. Et donc, le Hamas refuse toute opposition. Il faut également rappeler autre chose, je pense, sur la manière de faire du Hamas. Il y avait 15% de la population de Gaza qui était chrétienne. Il n'y a plus que 3000 personnes sur 2 millions d'habitants. Donc, en fait, ça montre bien de quoi le Hamas est capable. Et en fin de compte, le Hamas va poursuivre cette même politique, et il ne va pas désarmer. Qui a souvent sapé d'ailleurs les processus de paix. Mais hein. bien sûr.
Il s'agissait d'un diplomate bulgare. J'étais perdue dans mes notes pour bien rétablir. Il est 19h41 sur Europe 1. Un petit mot quand même de la situation au Moyen-Orient. 76e jour de guerre. Donald Trump qui doit décider dans les prochaines heures s'il reprend ou non les frappes contre le régime iranien, alors que les discussions sur la fin de la guerre et le programme nucléaire n'ont pour l'instant pas abouti. Il y a aussi, Michel Fayad, une réouverture envisagée du détroit d'Ormuz pour les bateaux européens. Ça, c'est quand même important. Ça nous intéresse fortement et ça intéresse peut-être aussi l'automobiliste français à la pompe, puisqu'on le sait, beaucoup de choses et notamment le prix des carburants dépendent de ce qui se passe dans ce détroit d'Ormuz. Il y aurait des négociations en ce moment entre Téhéran et les Européens. Vous y croyez ? Il y a deux choses que je voulais dire. Il y a déjà Trump qui a annoncé il y a quelques heures comme quoi les Émirats arabes unis devraient bien attaquer l'Iran. Donc déjà, c'est en train de bouger. Ensuite, la deuxième chose sur les bateaux, lors de sa visite en Chine, Donald Trump a discuté avec les Chinois, parce qu'au même moment, les bateaux chinois transitaient à travers le détroit d'Ormuz. Donc en fait, ce qui est en train de se mettre en place de fait, c'est que les bateaux chinois peuvent transiter, les Iraniens laissent faire et les Américains laissent faire. Et donc en fait, aujourd'hui, si on veut acheter quelque chose du Golfe Persique, on peut le faire. Mais par contre, le transport maritime se fait via les Chinois. Donc, au lieu de payer une taxe aux Iraniens, maintenant, on va devoir payer le transport maritime aux Chinois. Vous voulez du pétrole? Très bien, les Chinois transportent, ils vous l'amènent. Vous voulez du gaz naturel liquéfié? Très bien, vous payez les Chinois, Vous voulez dire que les Européens sont les dindons de la farce? Absolument. Les Européens n'étaient même pas présents lors de ce grand rendez-vous, de ce grand sommet entre Trump et oui, Xi. c'est ça, c'est ce que j'allais y venir. Raphaël Steinville, j'imagine que vous revenez peut-être demain dans le JDD, vous qui dirigez aussi les pages internationales du JDD, sur cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Nous revenons sur cette rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, mais pour en revenir précisément à la volonté d'un certain nombre de pays européens de pouvoir finalement que leurs bateaux puissent à nouveau circuler librement à travers le détroit d'Ormuz, se pose quand même la question de savoir, la question morale, de savoir ce que l'on fait de ce peuple iranien. C'est-à-dire que les mêmes qui s'alarmaient que Donald Trump n'intervienne pas pour libérer le peuple iranien qui vivait sous le joug des mollahs, aujourd'hui finalement pactise et s'accommode de ce régime qui s'est montré encore plus dur qu'il ne l'était ces dernières années. Donc il y a une vraie question, vous avez raison. il y a une vraie question morale et je pense qu'elle ressurgira à mesure que Donald Trump devra finalement acter le fait qu'il n'a pas réussi à libérer le peuple iranien du joug des gardiens de la révolution et des mollahs. Absolument, vous avez raison. Puis il y a aussi la question de l'uranium qui va forcément revenir, même s'ils a l'air de dire qu'ils ont détruit 80%, je crois, Michel Fayad. Bon, on n'est pas là pour vérifier, c'est sûr, dans les tunnels sous l'Iran. On se retrouve dans quelques instants avec vous, messieurs, et puis une petite pub de 15 secondes, le record du monde de la pub la plus